Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 24 juillet au 1er août 2025, la première phase de la deuxième lune d'été nord, hiver sud. Moi, c'est Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, car nous allons nous préparer au spectacle céleste qui s'annonce cette semaine, et puis nous allons explorer un peu les ressorts de la mécanique céleste, cette merveilleuse dentelle de la mécanique céleste, pour mieux comprendre le monde réel, le monde dans lequel nous sommes, hein, la tête, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, c'est parti. Merci beaucoup, au fait, de vous abonner, de liker, de partager, de nous soutenir par un petit tip, si vous le pouvez, afin de permettre à la cagouille céleste de continuer à vous guider sur les routes du ciel. Voilà. Alors, on est parti pour cette semaine du 24 juillet au 1er août. Je vais d'abord partager la fiche résumée. Voilà. Ah, c'est bien celle-ci, semble-t-il. Oui. Donc, c'est du 24 juillet, la nouvelle lune à 21h10, 19h10 en temps universel, au premier quartier, le 1er août à 14h41 ou 12h41 temps universel. C'est donc la première phase de la deuxième lune des ténors, hiver sud, puisqu'elle démarre avec la nouvelle lune ou lune noire. Alors, le jeudi 24, on a l'opportunité de pouvoir observer le tout dernier croissant de lune avec un instrument seulement. D'ailleurs, cette nouvelle lune est entourée par deux croissants, le dernier est visible avec seulement un instrument et le premier, c'est pareil, tout premier visible mais seulement avec un instrument. Le 25 au soir. Donc 24 au matin, dernier croissant visible avec un instrument. 25 au soir, vendredi 25 juillet au soir, premier croissant, visible aussi seulement avec un instrument. Pour voir le premier croissant à l'œil nu, il faut donc attendre le samedi 26. Je reviens au jeudi 24. Donc jeudi 24, dernier croissant de lune, donc juste avant le lever du soleil, hein. La lune se lève à 5h34 et le soleil à 6h29. Ça laisse une petite heure, donc évidemment il fait déjà grand jour et le croissant est très fin, donc et il est bas sur l'horizon à 3 degrés de hauteur, donc difficile à voir. Bon, pour mes circonstances locales, bien sûr, euh, si vous êtes en France métropolitaine, on est à peu près dans les mêmes conditions, mais il y a des variations, bien entendu, du nord au sud et du l'est à l'ouest. Alors, jeudi 24 juillet, la Lune, ce dernier croissant de Lune est conjoint à l'étoile Pollux, mais l'étoile est en plus au-dessous de la Lune, on ne la voit pas. Elle entre dans le signe du Lion, la Lune à 17h28. Elle rentre dans les limites zodiacales nord, ça veut dire qu'elle descend en déclinaison. Elle a atteint sa déclinaison maximale. Je peux le retrouver sur la fiche à côté. Sa déclinaison maximale, c'est le mardi 22, aujourd'hui où j'enregistre, à 11h33. C'est passé. Donc elle rentre ensuite dans les limites zodiacales. Là, elle est descendante et elle est décroissante jusqu'à la nouvelle lune. Ne confondez pas lune décroissante et lune descendante, par exemple. Décroissante, c'est entre la pleine lune et la nouvelle lune. Descendante, c'est quand elle descend en déclinaison. Concrètement, quand elle est dans les signes de Cancer à Sagittaire, elle descend en déclinaison et là, elle est descendante. Et donc, dans le ciel de l'hémisphère nord, ça se traduit par elle culmine de plus en plus bas. Donc, elle culmine de plus en plus bas cette semaine, puisque elle atteint, elle passe en déclinaison sud mardi 29 et qu'elle va atteindre ensuite sa déclinaison minimale un petit peu plus tard, la semaine prochaine alors.
Bah, de toute façon, c'est dans peu de jours après le 1er août. Euh, Nous avons aussi encore le jeudi 24, Mercure qui atteint sa déclinaison minimale. Et cela est dû au fait qu'elle est rétrograde en ce moment jusqu'au 11 août, depuis le 15 juillet jusqu'au 11 août. Et donc, ça lui fait faire aussi une petite boucle en déclinaison. Donc, elle va remonter un peu, puis après, euh, enfin non, elle est descendue un peu, elle va remonter, et, et voilà, elle va continuer à monter en fait. Puisque son dernier maximum, c'était le 20 juin, elle était hors limite zodiacale, et son prochain maximum, c'est le 20 août. Ensuite, j'enchaîne, je suis un peu trop lente là, hein. Vendredi 25, la Lune est conjointe à l'amas de la crèche, ce sera pas visible, la Lune, oui, hein, mais avec ce tout premier croissant de Lune visible seulement avec un instrument, l'amas de la crèche qui est en dessous, en plus, au sud, est totalement invisible. Le vendredi 25, c'est le jour de l'opposition de Pluton. Donc, en héliocentrique, c'est Terre qui conjointe à Pluton à 8h24. En géocentrique, c'est Soleil opposé Pluton à 8h32. C'est un alignement Soleil, Terre, Pluton. Donc, Pluton est dans le ciel du début à la fin de la nuit et culmine au milieu de la nuit, ce qui ne l'empêche pas de rester invisible. Cela se passe dans le troisième degré du signe du Lion et du Verseau pour Pluton. Et toute la conjonction, bien sûr, dans le même degré, troisième verso en héliocentrique. Ce jour du 25 juillet est aussi le jour de la conjonction de la Lune à Mercure. Mercure qui n'est plus visible parce qu'elle est très au sud, hein, elle a une latitude sud forte. Donc il y aura peut-être le premier croissant de Lune visible avec un instrument qui se trouvera très très bas sur l'horizon ouest, hein. Le dernier croissant, c'est à l'horizon est-nord-est précisément. Le premier croissant, c'est le soir et c'est à l'horizon ouest-nord-ouest. Très bas sur l'horizon, il se couche, donc la crèche et Mercure, c'est en dessous, on les voit pas. Nous arrivons à samedi 26, la Lune entre dans le signe de la Vierge. Et si j'avais pensé plus tôt, la Lune entre dans le signe de la Vierge et donc elle est conjointe à l'étoile Régulus. Alors elle est... Ah, petite erreur, samedi 26, 22h55. La Lune entre dans le signe de la Vierge et à 23h15, erreur sur l'heure de la conjonction de la Lune à Régulus, elle est conjointe à l'étoile Régulus alpha du Lion, puisque cette étoile marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe du Lion, donc pour une 70 ans, 72 ans, donc ça fait pas très longtemps, donc on en a encore pour 60 ans, que la Lune marque que Régulus marque le premier degré du signe du Lion. Puis après, ça se décale, en raison de la précession des équinoxes qui fait varier aussi l'étoile polaire et et qui fait ce qu'on appelle, qu'on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau. Il y a tout un chapitre à développer là-dessus, autant du point de vue astronomique qu'astrologique, mais ça peut pas rentrer dans cette vidéo. Alors peut-être qu'un jour je vous en ferai une exprès là-dessus. Sinon, il y a déjà quelques articles, et en particulier l'e-book gratuit que vous pouvez télécharger, dont vous avez le lien en bas dans la description de la vidéo. Et là, il y a déjà un petit topo sur cette histoire de précession des équinoxes et d'ère du Verseau. Je reviens à samedi 26, on passe dimanche 27, pas d'événement particulier. Lundi 28, Mars, la planète Mars arrive devant la constellation de la Vierge. Et donc, elle va s'y trouver jusqu'au 4 octobre. Depuis le 26 mai, elle était devant la constellation du Lion. Elle a été conjointe à l'étoile Régulus début juillet. Et depuis, elle trace maintenant. Elle arrive devant la Vierge. Son mouvement est direct. Donc, on va bientôt plus la voir car le soleil la rattrape. Et on la voit encore un tout petit peu le soir, Mars. Et puis en août, ça va être terminé. Elle sera noyée dans les lueurs solaires. Et puis après, elle sera conjointe au soleil durant l'automne. Lundi 28 juillet, la Lune qui descend aussi en latitude, elle passe en latitude sud, donc elle passe à son nœud descendant à 10h30 et c'est
dans le 20e degré du signe de la Vierge. L'axe des nœuds est rétrograde, n'est-ce pas? Depuis le mois de janvier, il est en Poisson Vierge. Avant, il était en Bélier Balance. Et maintenant, il est en Poisson Vierge. Ensuite, lundi 28, toujours, Mercure est au périgée, au plus près de la Terre, car Mercure aussi va être conjointe au Soleil le 1er août. Et donc le 28, à peu près dans la même période, elle se trouve au plus près de la Terre, puisque c'est un alignement Soleil, Mercure, Terre. Donc pour ce tour, Mercure est au plus près, donc une demi, un peu plus que de la moitié de la distance au Soleil, de la Terre au Soleil. Et ce lundi 28 est aussi le jour de la conjonction Lune-Mars, la conjonction Lune-Mars du mois. Donc là, ça va être un joli tableau, bien visible. Donc dans le soir, c'est un des derniers saluts à Mars. Et donc là, on aura un croissant de Lune plus affirmé, qui se couche à 23h11 et Mars se couche à 23h19 pour notre localisation. Donc Mars, ah ben, Mars n'est plus devant la constellation du Lion. Mars est devant la constellation de la Vierge. Deuxième erreur. Vous voyez, il faut toujours que je relise avec vous parce que je l'ai relu avant, mais là, il y a des choses qui échappent. Bon, ben, je corrigerai. Mardi 29 juillet, la Lune passe en déclinaison sud à 4h02, donc elle passe dans le plan équatorial et donc passe en déclinaison sud. Et dans le 29e degré du signe de la Vierge. À 6h58, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Verseau. Elle va y rester jusqu'au 6 août. On revient sur Terre en géocentrique. La Lune entre dans le signe de la Balance à 7h43. Vénus arrive devant la constellation d'Orion à 10h46. Ça n'arrive jamais au Soleil, mais ça peut arriver à la Lune et aux planètes. Et là, en l'occurrence, Vénus étant en latitude sud, et ça, elle passe devant la constellation d'Orion. On va visionner peut-être ça avec Stellarium tout à l'heure. Vénus arrive devant Orion, donc, et nous arrivons à mercredi 30 juillet. Mercure est conjointe à Pluton en héliocentrique, donc troisième degré du signe du Verseau. En géocentrique, revenons les pieds sur Terre, Mercure atteint sa latitude minimale, elle a atteint sa déclinaison minimale le 24 et elle atteint sa latitude minimale le 30, ceci n'étant pas corrélé directement. Et elle atteindra, par contre, c'est corrélé à sa latitude minimale en héliocentrique qu'elle atteindra le 3 août. Donc après, elle remonte, elle passera son nœud ascendant le 22 août et son prochain maximum en géocentrique sera le 7 septembre. Les hauts et les bas des planètes dans les différents référentiels. C'est à prendre une respiration. Jeudi 31 juillet, Vénus entre dans le signe du Cancer en géocentrique et elle va y rester jusqu'au 25 août. Toujours jeudi 31 juillet à 7h42, la Lune est conjointe à Spica, l'étoile alpha de la constellation de la Vierge, qui marque de nos jours en raison de la précession des équinoxes le 25e degré du signe de la Balance. Et là, ça ce sera un joli tableau. On peut l'admirer le 30 au soir avec la Lune à droite de Spica et le 31 juillet au soir avec la Lune un peu plus grosse qui sera à gauche de Spica de la Vierge, qui va pas tarder aussi à disparaître dans le ciel du soir, mais la Vierge est encore visible fin juillet. Jeudi 31, nous revenons en héliocentrique, c'est-à-dire autour du Soleil. Du point de vue du Soleil, Vénus entre dans le signe du Taureau. Donc en géocentrique, elle entre dans le signe du Cancer, et en héliocentrique, elle entre dans le signe du Taureau le 31 juillet. Et en géocentrique, je reviens les pieds sur Terre, l'héliocentrique, vous l'avez en bleu hein, sur l'affiche. Vénus arrive devant la constellation des Gémeaux. Voilà, elle a passé 2 jours et quelques, 2 petits jours devant la constellation d'Orion, ceci étant dû uniquement aux découpes très arbitraires des constellations. Le jeudi 31, la Lune entre dans le signe du Scorpion à 19h25 et vendredi 1er, c'est le jour de la conjonction inférieure de Mercure du premier quartier et la Lune est à l'apogée. Donc, en ce qui concerne Mercure,
En héliocentrique, Mercure est conjointe à la Terre à 1h35 et en géocentrique, Mercure est opposé au Soleil à 1h40. C'est le point de vue. Il y a des tout petits décalages, mais c'est le même phénomène, mais d'un point de vue ou de l'autre, vue du Soleil ou vue de la Terre. Donc ça se passe dans le 10e degré du signe du Lion. Donc en géocentrique, Mercure est rétrograde quand elle est en conjonction inférieure, c'est-à-dire qu'elle semble aller en marche arrière. Et dans le plan équatorial, ça se passe le 31 juillet que Mercure est conjointe au Soleil à 6h51. Le premier quartier a lieu donc à 14h41, toujours dans le 10e degré du signe du Lion pour le Soleil et du Scorpion pour la Lune. Et notre Lune est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre ce même jour, à 22h35. Voilà pour le déroulé des événements de la semaine. Regarde un petit peu le reste. Donc, les planètes, Mercure, on ne la voit plus du tout puisqu'elle est en conjonction inférieure et qu'elle va passer dans le ciel du matin. À courant août, on pourra la voir dans le ciel du matin. Mars, qui arrive donc devant la constellation de la Vierge, se couche de plus en plus tôt, aux alentours de 23h, 23h vers 3h, enfin 20, de plus en plus tôt, donc 23h30 à 23h11 pour ma localisation. Et c'est tout dans le ciel du soir. Ensuite, de plus en plus tôt, apparaît Saturne, et puis il y a aussi Neptune juste à côté, qui se lève même 5 minutes avant Saturne, et qu'on peut commencer à observer 2 ou 3 heures après son lever. Donc vers 2 heures du matin, on peut commencer à observer Neptune au télescope. Très bonne période puisqu'il n'y a pas de lune. Et donc elle est toute près de Saturne. Donc Saturne, mais à minuit, Saturne est levé. Et puis un peu plus tard, vers 1h50, se lève Uranus qui devient observable également en fin de nuit. Faut attendre 4 heures du matin, mais on peut commencer à observer Uranus au télescope. Et puis, vers 3h30 se lève la très brillante Vénus, bien sûr. Et maintenant, nous avons Jupiter qui apparaît à 4h30 et qui maintenant est visible avant le jour dans le ciel du matin. Et puis, nous avons un festival d'étoiles filantes, puisque nous avons les maximums des gamma draconiques de juillet le 28 juillet, ainsi que des Piscis austrinides le 28 juillet. Nous avons, alors c'est pas des taux horaires très importants, 5 à l'heure pour les gamma draconides de juillet, 5 à l'heure pour les Pisces austrinides. Ensuite, le 30 juillet, nous avons les alpha capricornides, 5 à l'heure aussi, 5 étoiles filantes au zénith à l'heure. C'est ça que ça veut dire, taux zénital, taux horaire zénital. Et les delta aquarides sud aussi le 30 juillet à la même heure. Et elles, il y en a davantage, il y en a 25 à l'heure. Et puis il y a aussi les Perséides qui sont déjà là, dont le maximum est le 12 août, et les Hétaéridanides, en toute fin de nuit, dont le maximum est le 7 août. Donc on a un ciel qui risque d'être, une fois, enfin il y a les satellites, il y a les avions, et puis il y aura des étoiles filantes. Les étoiles filantes, ça peut être toute la nuit. Les avions aussi, malheureusement. Les satellites, non, puisqu'ils sont juste éclairés par le soleil qui est sous l'horizon. Et quand ils rentrent dans l'ombre de la Terre, ils disparaissent. Donc, en milieu de nuit, on ne les voit pas. Le soleil n'éclaire pas les satellites qui passent au-dessus de notre tête. Et voilà, donc on va passer à comment ça se passe sur le terrain. Que dire encore? Second maximum positif de l'année de l'équation de temps. Donc le midi vrai qui avait lieu de plus en plus tard après le midi moyen. Donc c'est chez moi maximum, c'est donc à 13h58, donc milieu de la nuit à 1h58. Maintenant se décaler vers son second maximum négatif qui aura lieu au mois de novembre. L'équation de temps est nulle, je crois, le 1er septembre. Et donc maintenant, le midi vrai aura lieu à nouveau de plus en plus tôt par rapport au midi moyen.
ça veut dire que le jour se décale vers le matin, mais globalement, il diminue, mais il se décale vers le matin. Alors, qu'est-il le plus important à remarquer? La constellation du Dauphin, qui passe au méridien la minuit. Et puis, amis parisiens, allez apprécier du 31 juillet au 2 août le coucher du soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe, vu depuis le rond-point des Champs-Élysées. Alors, c'est parti, nous allons maintenant sur Stellarium et nous allons suivre un peu les événements visuellement pour nous préparer à voir ce que nous allons voir et les beaux spectacles célestes de cette période. Donc, coucher du soleil, 24 juillet, donc à l'ouest-nord-ouest, hein, chaque soir un peu plus près de l'ouest, hein, puisque ça c'est où il se couche le jour où il a la plus grande course dans l'hémisphère nord. Donc à 45 degrés de latitude nord, il se couche au nord-ouest le jour du solstice d'été. Et puis depuis, il se couche de plus en plus vers l'ouest, où il se couchera pile le jour de l'équinoxe de septembre. Donc le soleil se couche et on va passer, on va descendre, donc pas de lune le 24 juillet, hein, c'est la nouvelle lune, zéro lune. Vous voyez le lion avec Régulus, Régulus n'est plus visible, elle se noie dans les lueurs du crépuscule, ou encore, du moins de manière fort délicate, elle est visible. Et nous avons Mars, voilà, Mars qui est à l'ouest et qui est visible encore, mais plus pour longtemps. Alors on va prendre un jour de plus pour pouvoir apprécier la Lune dans ses premières apparitions. Non, ça c'est, j'ai pris une heure. Je veux prendre un jour. Le lendemain, la Lune à 22h26, elle est déjà couchée, hein. La voilà. Elle est bas sur l'horizon. C'est le jour du premier croissant, donc le 25 juillet, visible uniquement avec un instrument. Voilà, à l'ouest-nord-ouest, 1 degré au-dessus de l'horizon, euh, 35 minutes, une demi-heure, 35 minutes après le coucher du soleil. Donc très fin croissant. Je pourrais le mettre au milieu, mais il veut pas, il répond pas. Ah, voilà, très fin croissant de lune, observable donc aux jumelles, si vous repérez bien l'azimut de son coucher. Donc, vous pouvez utiliser Stellarium pour votre localisation ou d'autres applications. Il y en a plein maintenant, Starwalk, enfin, de toutes sortes. Donc, voilà pour le 25. Et donc, on va aller au 26. Le 26 juillet, voilà, la Lune est conjointe à Régulus. Alors, si, il y a moyen de voir, puisqu'on verra le croissant de Lune, on verra des, Régulus, peut-être, voilà, c'est assez délicat. Donc, le 26 juillet au soir, un premier croissant de Lune visible à l'œil nu qui se couche 22h35 chez nous, donc avec l'étoile Régulus juste à la droite de Régulus. Et le lendemain, 27 juillet, nous voilà au 28, ben voilà, 28 juillet, la Lune est conjointe à Mars. Donc là, elle a le croissant de 4 jours est bien plus conséquent, bien sûr. Le Soleil vient de se lever sur la mer des Crises. Et ici, voilà, vous pouvez observer le lever du soleil sur les cratères, sur les formations au terminateur, tout au long de tout le temps qu'il y a la lune dans le ciel. Donc, à partir de la nouvelle lune, vous voyez le lever du soleil et jusqu'à la pleine lune, le lever du soleil sur la lune. Donc, c'est joli comme tout, hein. Vous aurez Mars et la lune dans le ciel du soir. Alors, on peut même aller dans un ciel un peu plus sombre. 23h15, bon, 23h30. Voilà, il fait quand même de nuit de plus en plus tôt. Le crépuscule, la nuit noire commence ben, aux alentours de 23h30 chez moi, quand vraiment le soleil est en dessous de 18 degrés sous l'horizon. Là, c'est pas encore la nuit noire, mais pour voir la Lune et Mars, c'est parfait. Le jour suivant, 29 juillet, la Lune est sous la constellation de la Vierge.
Le 29, elle est... Ah, on est déjà le 30. Ah, ça saute vite. Ah, même le 31, ça va. Alors, le 30 au soir, elle est à droite de Spica de la Vierge, au sud-ouest, vous voyez, et le 31, elle est à gauche. Spica de la Vierge que vous retrouvez facilement quand vous regardez donc vers l'ouest en début de nuit. Vous voyez la grande ours avec donc la queue de l'ours, l'arc formé par la queue de l'ours vous conduit sur Arcturus du Bouvier et vous prolongez, vous arrivez sur Spica de la Vierge. Donc profitez aussi de cette petite conjonction de la Lune avec Spica, donc avec Mars euh, le 28 et avec Spica le 30 et le 31. On continue la promenade de la Lune au cours des soirs de cette première phase de Lune d'été. Elle arrive devant la constellation de la Balance, premier, ben voilà. Le 1er août, elle est devant la constellation de la Balance, donc pour le premier quartier, qui se produit exactement à 14h41. Donc là, c'est le soir, le 1er août. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit dans le ciel le soir du 1er août, hormis la Lune, qui est donc à son premier quartier. Donc en début de nuit, eh bien, au sud, nous avons Antares du Scorpion, nous avons le Scorpion qui culmine et Antares donc qui brille. Et le Sagittaire qui s'élève un petit peu, mais pas beaucoup, pas longtemps. Ce qui brille fort, c'est donc Arcturus du Bouvier, dont nous venons déjà de parler, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et de l'autre côté, côté sud-est et de plus en plus haut chaque soir, Vega de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle, qui forment le grand triangle ou les trois belles de l'été. Donc voilà, ça c'est au sud, sud-est, de plus en plus haut et voilà encore du côté de l'est, mais ça bascule. C'est Deneb qui passe au méridien à la minuit, c'est-à-dire pour notre localisation, c'est carrément au zénith. Deneb passe au zénith à la minuit cette semaine. Donc on se tourne du côté est, sud-est. Donc il y a le Capricorne qui se lève déjà au sud-est et à l'est on voit s'élever Pégase. Ils ont marqué le pan, mais c'est Pégase sous le signe. Et puis Pégase et Andromède. Et donc un peu plus tard dans la nuit, on va aller un petit peu plus tard dans la nuit, on peut observer la constellation d'Andromède. Alors un coup d'œil au nord avant d'aller plus tard dans la nuit. Voilà, début de nuit, si vous vous tournez vers le nord, vous avez la grande ours qui descend, et puis Cassiopée en face, donc l'étoile polaire que vous trouvez en prolongeant les deux Mérac et Doubé, les deux gardes du chariot, si vous voulez, les deux opposés à la queue. Vous prolongez 5 fois leur distance et vous trouvez l'étoile polaire, qui est, elle, l'étoile qui ne change pas de place dans le ciel. Et donc opposée à Al-Qaïd, la tête du chariot ou la queue de l'ours, vous passez par l'étoile polaire et vous trouvez Cassiopée. Cassiopée remonte, la grande ours descend. Donc on va suivre 1 heure plus tard, on va aller au milieu de la nuit, 23h30, 0h30, 1h30, allez, 2 heures du mat, 1h58, c'est l'heure précise du milieu de la nuit pour le méridien de Paris le 1er août. Et donc, au milieu de la nuit, vous voyez, la grande ours est arrive au ras de l'horizon. Le dragon et la petite ours sont à gauche, ils descendent à 9 heures, si vous prenez ça pour le cadran d'une horloge. Et Cassiopée s'élève et c'est fait, et presque au plus haut. Et nous avons ici Deneb, alors j'affiche, vous voyez, qui est au sommet du ciel. Deneb du cygne, au sommet du ciel, au milieu de la nuit, le 1er août. Donc ensuite, je tourne vers l'ouest vite fait à cette heure-là, c'est Arcturus qui disparaît. Arcturus va se coucher. Vega est sur le couchant, le grand triangle de l'été, et donc sur le couchant, mais haut encore au sud-ouest. Au sud, au milieu de la nuit, ben, le Sagittaire est déjà passé, c'est le Capricorne qui culmine, et le Dauphin, la petite constellation du Dauphin,
J'enlève les mots parce que ça cache tout. Voilà, mais qui est petite, mais très caractéristique, qu'on repère facilement, cette petite forme, qui se trouve donc sous le cygne. Et du côté de l'Est, eh bien voilà, milieu de la nuit, Saturne est levé, puisque Saturne se lève maintenant vers 23h30. Donc Saturne est levé devant la constellation des Poissons, n'est-ce pas? Alors c'est à l'est-sud-est. Et puis à côté, il y a Neptune, tout près, il y a Neptune. Et donc là, on peut commencer à chercher Neptune. Voilà, si on garde Saturne dans le champ, Saturne va éblouir un peu si vous au télescope pour trouver Neptune. Et néanmoins, voilà, vous pouvez repérer surtout par rapport aux étoiles qui, elles, ne changent pas de place, tandis que Saturne se déplace. Ça fait un bon point de départ pour le repérage. Et donc, vous voyez Neptune, dont le diamètre n'excède pas 2,3 secondes d'arc, et la couleur bleu-vert, très jolie, mais délicat à trouver. Néanmoins, cette année, avec Saturne à proximité, ça facilite. Donc voilà, nous sommes au milieu de la nuit du côté de l'Est, et on va guetter ceux qui se lèvent au cours de la nuit. Donc Saturne et Neptune, c'est fait. 3 heures du matin apparaît le Taureau, avec les Pléiades, donc Uranus aussi, qui se lève assez tôt. Et donc, on peut aussi maintenant chercher Uranus avec déjà des jumelles et un instrument. Vous voyez, tout près des Pléiades, Uranus est passé en conjonction aux Pléiades il y a quelques jours. Et voilà le champ d'étoiles dans lequel se trouve la planète. Donc, c'est la constellation du Taureau. Il y a Aldébaran qui brille fort. Et puis, il y a Vénus qui se lève aux alentours de 3h30. Et puis un petit peu plus tard, 1 heure plus tard, il y a Jupiter. Vénus va rattraper Jupiter et elles vont être conjointes le 12 août, je crois. Euh, donc dans le ciel du matin, ce sera un très joli spectacle. Et c'est là que certains vous parlent d'alignement des planètes. Alors alignement, oui, le long de l'écliptique, voilà, je trace l'écliptique. Et on aura du coup Saturne, Neptune, Uranus, Vénus, Jupiter et Mercure qui va faire apparaître dans le ciel du matin en août, mais pour l'instant pas de Mercure. Donc voilà, en fin de nuit, au nord, en fin de nuit, bah, la Grande Ourse est au plus bas et elle remonte. Et au sud, bon, à l'ouest, c'est le grand triangle de l'été qui se couche. Et au sud passe Saturne, voilà, c'est-à-dire Pégase et les poissons et le Verseau, voilà, Pégase les poissons et faux maillot du poisson austral, qui est remarquable aussi. Et toutes ces étoiles filantes, donc j'ai justement les Pisces austrinides, donc ça veut dire que le radiant est dans le poisson austral, les Delta Aquarides Sud, voilà, ça c'est les Alpha Capricornides, les Zeta Eridanides sont devant la baleine pour l'instant, l'Éridan c'est en dessous. Dont le radiant est pour l'instant, parce que Stellarium vous fait déplacer le radiant au fur et à mesure. Ben voilà, alors maintenant, je vous emmène voir les petites images que j'ai sélectionnées pour vous. Et puis voilà, après, je vous laisse. Donc ça, c'est la Lune avec les Pléiades, donc la Lune décroissante, hein, le vieux croissant de Lune. Avec les Pléiades, c'était donc le 18, tu vois, j'ai pas de bêtises. Lune conjoint Pléiade le 20 juillet. Donc, jolie photo, simple. Mine de rien, c'est pas évident de faire ressortir les étoiles par rapport à l'éclat lunaire. Rien n'est saturé. La photo est jolie. Voilà, la Lune et les Pléiades le 20 juillet. Ça, c'est la Lune, donc vieux croissant de Lune aussi, hein, Vénus et Jupiter le 22 juillet. Donc, au matin de ce jour en Amérique, évidemment. Donc, c'est plus tard que chez nous le matin. Voilà le tableau de ce matin et demain matin, la Lune est plus près de Jupiter.
Donc ça, c'est le 22 juillet. Alors ça, avec l'atlas virtuel de la Lune, donc ça, c'est une simulation, ça vous montre la Lune le 26 juillet à 22 heures, voilà, lever du Soleil sur la Lune, qui est alors à peu près à sa libration maximale en longitude, ce qui veut dire qu'elle nous montre le plus son est, justement, et apparaît une mer qu'on ne voit pas toujours, qui est dans la zone des librations, qui est la mer marginale. Tandis que le Soleil a même pas commence tout juste à se lever sur la mer des crises, qui est ici. Donc le 26 juillet, la Lune sera comme ça. Le soleil, maintenant, magnifique photo des taches solaires au limbe, au bord du soleil, qui date du 19 juillet. Donc les taches solaires qui sont plus sombres, car plus froides que la surface visible du soleil, 6000 degrés, 4000 degrés. La surface visible du soleil est quand même beaucoup plus froide que l'intérieur qui est à 15 millions de degrés, et l'extérieur, la couronne, qui est aussi à plusieurs millions de degrés. Paradoxe du soleil. Ah, alors, le soleil de coucher du soleil dans l'arche de l'Arc de Triomphe le 9 mai dernier, car l'événement se produit toujours 2 fois dans l'année, entre le 8 et le 10 mai, et entre le 1er et le 3 août, ou 31 juillet et 2 août. Voilà, ça c'était donc cette année. Vous pouvez aller tenter votre photo si vous êtes parisien. Ça, c'est Saturne et l'ISS saisis sur le même cliché, bon, travaillé, hein, et voilà, c'est joli d'abord. Saturne est bien réussi. Et Titan et l'ISS. Alors, à propos de Titan, ah oui, l'ombre de Titan sur Saturne. Transit, enfin, passage de l'ombre de Titan sur Saturne. Titan étant ici et son ombre étant là. C'était donc, j'ai noté la date, c'est dans l'article. Donc, vous pouvez toujours vous référer, vous retrouvez tout ça dans l'article avec les dates précises. Et alors, toujours Titan, observation de l'atmosphère de Titan par le James Webb Télescope et par le télescope Keck, qui donc ensemble révèlent les différentes couches et l'animation de l'atmosphère de Titan, qui a une atmosphère euh, qui fonctionne un petit peu comme celle de la Terre. La Terre, c'est avec de la vapeur d'eau et Titan, c'est avec du méthane, mais il y a les mêmes courants atmosphériques et même des très forts courants atmosphériques sur Titan. Voilà ce que ça révèle. Et puis pour finir, une plongée dans le cygne avec des zones sombres, les nébuleuses sombres, et tout le reste, bah, c'est des étoiles, les amis. Des étoiles, des étoiles, des étoiles par milliers. Comme s'est exclamé Galilée, du moins dans la pièce. Euh, je sais plus, tout d'un coup. De, je veux pas dire de bêtises, c'est pas de Brecht. J'y ai joué, je l'ai joué cette scène, mais je ne me souviens plus. Tout d'un coup, j'ai un trou, excusez-moi. En tout cas, Galilée s'exclame quand il observe pour la première fois la Voie lactée avec sa lunette, des étoiles, des étoiles, des étoiles par milliers. Car avant, on ne savait pas que la Voie lactée, c'était des étoiles, on se demandait. Et quand ça a été révélé, voilà, c'est la tranche, c'est la galaxie étant un disque aplati par sa rotation sur elle-même, et bien les étoiles sont prises dans la tranche, c'est un disque, quoi. On est aux 2 tiers du centre du disque et on voit toutes les étoiles qui sont dans cette tranche. Donc on voit la galaxie par la tranche. Parce que les étoiles que nous voyons dans le ciel ne sont qu'à quelques années, dizaines ou centaines d'années-lumière, exceptionnellement milliers. Pour les étoiles qu'on voit individuellement et à l'œil nu dans le ciel, ça va pas plus loin. Alors qu'elles appartiennent toutes à notre galaxie. Tout ce qu'on voit dans le ciel appartient à notre galaxie, sauf la galaxie d'Andromède qu'on peut voir sous forme d'une tache floue. Et donc tout le reste, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière de diamètre, donc ce n'est pas quelques petits centaines ou petits milliers d'années-lumière qui vont jusqu'au fond de ce qu'on peut voir, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le fond de la galaxie, de la Voie lactée. Et voilà, je crois que j'ai terminé pour cette présentation, mes amis.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous vous sentez prêt à profiter de cette première lunaison enfin, de cette première phase de la deuxième lunaison d'été et avec sa petite conjonction Lune Régulus délicate, le premier croissant de Lune, et puis ensuite Lune et Mars, Lune et Spica. Et puis ensuite, le premier quartier de lune. Et puis dans le ciel du matin, ben, les planètes qui se mettent gentiment en rang pour être alignées. Je mets entre guillemets, parce que pour moi, un alignement, c'est une conjonction. C'est tout le monde dans la même direction. Là, c'est tout le monde aligné sur l'écliptique. Donc on peut le dire aussi. Voilà, ben, je vous adore, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Inscrivez-vous pour recevoir le mail pour avoir l'heure d'enregistrement de, du prochain bulletin. Voilà, ciao ciao les amis.